Donc, on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Bref, il y a plein de méthodologies agiles qui existent. Et s'il y a plein de méthodologies agiles qui existent, c'est tout simplement parce que les méthodologies différentes s'appliquent à des contextes différents. D'accord ? Donc, on s'est demandé s'il n'y avait pas un moyen aussi de comparer ces méthodologies les unes par rapport aux autres. Essayer de comprendre si une méthodologie donnée ne s'appliquerait pas mieux quand on a détecté certains éléments dans un contexte. Donc on va essayer de voir, dans un premier temps, dans cette présentation, s'il n'y a pas un moyen de comparer ces méthodologies. Voilà, essayer de voir leurs points forts, leurs points faibles, essayer de comprendre, essayer de voir les questions qu'il faut se poser pour choisir ces méthodologies. Et puis dans un deuxième temps, allons un petit peu plus loin, et si, une fois qu'on a bien décortiqué ces méthodologies, une fois qu'on a bien compris à quoi elles servent, dans quel contexte elles s'appliquent, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de créer nos propres méthodos en allant piocher des choses à droite, à gauche, vu qu'on a compris à quoi ça servait, on a compris à quoi chaque élément était destiné, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas essayer de se construire nos propres manières de travailler? Donc là, c'était sur la partie organisation. Maintenant, le rapport avec les arts martiaux. Ok, alors on parle d'adaptabilité, on parle de justement s'adapter à un contexte. On a eu l'idée justement de faire une analogie avec le monde des arts martiaux, et notamment quelqu'un que vous connaissez tous qui s'appelle Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee ici présent, qui a dans les années 70, vers la fin de sa vie finalement, a développé en fait une méthode de combat qui s'appelle le Jeet Kune Do. Cette méthode de combat, en fait, elle s'appuie sur plein d'arts martiaux. Parce que Bruce Lee, on dit, voilà, c'est une star du cinéma, mais c'est avant tout un artiste martial accompli, qui a étudié notamment le kung-fu, mais énormément lu et s'est entraîné avec plein d'autres maîtres de plein d'arts martiaux différents. Donc, notamment la boxe française, la lutte, même l'escrime, où il a étudié finalement le coup d'arrêt. Donc voilà. Donc le Jeet Kune Do, en fait, c'est un peu une compilation de tous ces arts martiaux, en fait, tout ce qui existe. Et c'est plus une méthode de combat qu'un art martial, en fait, dans le sens où on va en fait puiser des techniques, non pas dans un art martial, mais dans plein d'arts martiaux différents. Voilà, on se limite pas à une seule branche typique. On ne va pas faire que du karaté, par exemple. Deuxième concept, c'est évidemment, vu qu'on va puiser plein de bonnes techniques qui sont bonnes à prendre dans chaque art martial, on va avoir un fort degré d'adaptation. Troisième principe, c'est que justement, le fait d'avoir un potentiel d'adaptation assez développé va nous permettre, à notre tour, de nous exprimer en créant notre propre style. Moi, personnellement, ça fait 8 ans que je fais du Jeet Kune Do. Et dans le club, on a différentes personnes qui n'ont pas du tout les mêmes styles. Il y en a qui vont être beaucoup plus corps à corps, d'autres qui vont plus être dans la technique pied-point, boxe, d'autres qui au contraire vont être plus lutte au sol. Et pourtant, on fait tous le même art martial. Simplement, en fonction des contextes et en fonction de nous-mêmes, on ne va pas se développer de la même façon. Donc voilà, en fait, on a décidé de faire une analogie avec ce grand maître pour essayer de voir un peu ce qu'il pouvait nous enseigner comme principe philosophique derrière ça. Et rapprocher ça de l'agilité, où on va essayer de s'adapter au contexte, de s'adapter aux environnements, et de manière flexible et agile. Voilà. Donc Bruce, il va nous accompagner tout au long de la presse. Ça, les gens ne savent pas forcément, mais il a étudié longuement la philosophie aussi. Il avait un diplôme de philosophie. Et donc, il nous a sorti quelques phrases magiques que je trouve qui sont finalement assez bien adaptées aux méthodes agiles. Donc la première, c'est voilà, moins vous faites d'efforts, et plus vous allez être rapide et puissant. C'est un petit peu contre-intuitif. Keep it simple and stupid. Exactement. Alors, le sommaire, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Donc, on va commencer par regarder différentes méthodologies agiles. Donc, on en a sélectionné 5 de manière un petit peu arbitraire. On ne vous le cache pas, on a fait dans la simplicité, on a pris celles avec lesquelles on avait le plus l'habitude de travailler.
Et on a essayé pour chacune d'entre elles de regarder les points forts et les points faibles. Et donc, dans un deuxième temps, on a essayé de voir, une fois qu'on a toutes ces méthodologies, comment on les compare. Qu'est-ce qui nous permet de dire que celle-là est meilleure que telle autre dans tel contexte donné. Toujours, dans tout ce qu'on va dire, si on ne le prononce pas, rajoutez-le par vous-même, il y a toujours dans un contexte donné. Donc une fois qu'on les aura comparés, on va faire la partie, on va dire, centrale de cette présentation, c'est les CASP, les questions à se poser. Alors malheureusement, on ne va pas vous donner de réponse ce soir. On ne va pas vous dire, ok, si vous avez détecté ça, ça et ça, foncez, allez-y, c'est du Kanban. Par contre, on va vous dire, si vous êtes en train d'intervenir sur un projet, si vous devez choisir une méthode agile, voilà les différents points qu'il faut prendre en considération. Il faut réfléchir à tel point, tel point, tel point. Et une fois que vous avez bien pensé à tout ça, alors vous pouvez vous décider. Donc, une liste de questions à se poser. On vous donnera quand même des pistes de réponse, on n'est pas trop vache. Et ensuite, on va se demander, ces méthodologies, est-ce qu'on ne pourrait pas, par hasard, les mixer? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut emprunter à droite, à gauche? Et on va voir donc de quelle manière on pourra intelligemment mixer nos méthodos pour arriver à des smoothies onctueux et délicieux. Et puis on conclura. Voilà. On ne fournit pas les smoothies, malheureusement. Non plus. Les pizzas, c'est déjà pas mal. Ok, donc les méthodes agiles. Alors, on en a sélectionné 5 pour vous. Comme a dit Seb, les plus connus. Et on va commencer par Scrum. Qui ne connaît pas Scrum dans la salle? Je vous ai quasiment tous eu en formation. Vous m'auriez fait de la peine sinon. C'était un test. C'est bien. Alright. Donc, Scrum. Le but premier est de maximiser la valeur métier. Donc le principe énoncé par ces auteurs qui sont Ken Schwaber et Jeff Sutherland sont processus de management et de contrôle qui permettent de couper la complexité, de casser la complexité. Scrum a un certain nombre de principes. On a des rôles, des artefacts, des cérémonies. Donc, rapide tour d'horizon, ce que vous connaissez déjà. On va voir le Product Owner, le Scrum Master dans les rôles. On va voir les User Stories, le Planning Game, le Burn-Down Chart, Sprint Planning, les démos, rétrospective, Product Backlog. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familiers maintenant. Oui, c'est bon? Okay. Les avantages de Scrum. Donc d'une part, ça permet l'auto-organisation d'une équipe. Ça, avec les développements, justement, l'estimation collective au sein de l'équipe, la répartition des tâches collectives, on apprend à l'équipe à s'auto-organiser. Participation et feedback fréquent du client, à travers, évidemment, la démo. Toutes les démos à la fin d'itération, on fait participer le client et puis on récupère un feedback qui va permettre de s'améliorer ensuite. Priorité basée sur la valeur métier, avec le product backlog, la priorité gérée par le product owner, qui va nous permettre de définir, d'implémenter en premier ce qui a le plus de valeur métier aux yeux du client. Et enfin, donc, l'amélioration continue par les rétrospectives. On revient sur nos process, sur notre façon de travailler, notre façon de travailler ensemble, et on va pouvoir s'améliorer et augmenter notre productivité et notre bien-être. Dans les inconvénients, il y a évidemment aussi quelques inconvénients par rapport à d'autres méthodes. Là, on a une approche uniquement centrée sur l'organisation du développement. On ne va pas parler d'une organisation de l'entreprise, en fait. Les interactions entre les différentes équipes, entre les équipes métiers et les équipes dev, entre les équipes marketing et les équipes dev, etc. On va surtout s'intéresser à l'organisation des développeurs et du contact qu'ils ont avec le client. Ça ne spécifie aucune pratique technique, contrairement à l'extreme programming, on verra. Donc là, on a juste un framework, en fait, un cadre de travail qui nous permet de bien gérer notre organisation. Il peut être difficile et long pour le client de déterminer la valeur métier des items du backlog. Spécialement quand on démarre d'un nouveau projet, on a un certain nombre de fonctionnalités et parfois le client ne sait pas faire la priorité entre telle ou telle fonctionnalité. Moi, je me rappelle dans une des précédentes missions que j'ai accompagnées,
le backlog première version, et j'avais 50 items et ils étaient tous à niveau 1 en priorité. Donc, je leur ai dit c'est bien gentil, mais il va falloir essayer de redécouper. Voilà. Donc, le client, c'est vrai que c'est pas forcément évident au départ de prioriser les différentes fonctionnalités. Et dernier cas, ça ne permet pas de gérer les urgences. Ça, on l'a vu aussi. J'ai pu le constater dans des cas où en fait l'équipe assure le support, par exemple, et qu'il y a des tickets de support qui arrivent à traiter en priorité, ça va casser un peu la vélocité. Et là, Scrum parfois ne le gère pas très très bien. C'est-à-dire que dans un projet Scrum, il y a vraiment le avant la première mise en production et le après la première mise en production. Ouais. Et ça nécessite de changer assez drastiquement sa manière de travailler pour être capable d'absorber les retours de production. D'un autre côté, vu que ça garantit de travailler avec qualité, logiquement, il n'y a aucun retour de production. C'est pas un vrai problème. Enchaîne. Ok. C'est moi? Oui, c'est toi. Ok. Extreme programming, donc. Alors, pardon, je vais... Hop. Alors, l'extreme programming, Ken Beck, Ward Cunningham, Ron Jeffries. Donc, là aussi, une méthodologie agile qui date des années 90, donc 95 pour être précis. Donc, là aussi, un certain nombre d'éléments qui vont caractériser cette méthodologie. Donc, les test-driven development, la revue de code permanente, du refactoring, donc le KISS dont on parlait juste avant, Keep it simple stupid, choisir les solutions les plus simples, tant en termes de design technique que de design fonctionnel. Une définition par métaphore de l'intégration continue, des cycles de développement rapides, encore plus rapides qu'avec du Scrum. On peut bosser sur des cycles d'une semaine en XP, ce qui est un petit peu compliqué en Scrum. Donc voilà, de nombreux points, et on voit surtout beaucoup de points très techniques. D'accord? Et justement, les points positifs, donc, de fortes pratiques techniques. Ça nous explique vraiment comment je dois faire mes développements, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. On va aussi avoir les notions donc, de client responsable de la priorité et d'équipe responsable de l'estimation et du découpage, du design technique, etc. Et on met aussi en place, vu qu'on travaille en cycle court, on a de nombreuses opportunités de feedback, là encore. Les points négatifs, étant donné qu'on travaille avec des sites très très courts, la présence du représentant du client est vraiment très très primordiale. Il faut qu'on l'ait sous la main. Encore plus que le product owner de Scrum. Si le client n'est pas colocalisé, on n'y arrivera jamais. Et pourquoi on a besoin de lui tout le temps? C'est parce qu'on va faire très très peu de documentation. C'est une méthodologie qui est totalement centrée sur les développements. Donc ce qui se passe avant le dev, ce qui se passe après le dev, c'est pas pris en compte. Et surtout, c'est une méthodologie qui est très exigeante pour les membres de l'équipe. Ça demande un niveau d'expertise technique assez important. Et moi, j'ai été débutant dans une équipe extrême programming. C'était mon stage de fin d'études. Le coût d'entrée a été extrêmement élevé. Ça a été assez violent. Donc voilà, point positif, point négatif. Méthodologie suivante, le LSD. Le LSD. Rien à voir avec une petite pilule, enfin bref. Le Lean Software Development, donc, qui a été. Donc là, on est centré sur le retour sur investissement. Ça a été théorisé par le couple Popendick. Et en fait, c'est une adaptation des méthodes Lean, du Lean Manufacturing, donc méthode développée par le Toyota, ce qu'on appelle le Toyota Production System, qui a été un petit peu en fait adapté pour le monde logiciel. Donc là, ici, on est sur une approche Lean. Donc le Lean, en fait, les valeurs principales, donc c'est d'abord éliminer le gaspillage. Il y a différentes formes de gaspillage sur lesquelles on va essayer d'agir pour justement améliorer, fluidifier les process. Alors, juste peut-être pour préciser ce qu'on entend par gaspillage dans le Lean. Alors, le LSD compte 8 types de gaspillage. Ça peut être le rework, le fait de refaire son travail, donc de corriger des bugs, c'est considéré comme étant un gaspillage. Le gaspillage de la matière grise. Le fait de trop contrôler les gens intelligents, c'est considéré comme étant un gaspillage, parce que ces gens sont intelligents, on n'a pas besoin de les contrôler. Donc voilà, il y a 8 catégories de gaspillage, et l'idée c'est de les identifier et de les éliminer. On a également le principe pour le LSD de construire un projet de qualité.
évidemment. Ça, c'est un peu, en fait, je dirais, l'apanage de toutes les C'est méthodes. de mais- l'agilité. Créer la connaissance, différer l'engagement, livrer rapidement. Donc là, comme on le verra sur le Kanban, ces approches-là, on va pouvoir livrer très fréquemment et puis atteindre en fait l'idéal, c'est-à-dire la livraison continue. Livraison continue, pour avoir un ordre d'idée, un site comme Flickr peut livrer en prod 40 fois par jour. Donc voilà, là, c'est ce qu'on appelle la livraison continue, 40 fois par jour, sans interruption de service. sans interruption de service. Respecter les gens, ça c'est super important. Respecter les gens, c'est fondamental parce que il y a, bon, on va pas les nommer, mais un petit peu nos arch nemesis de Soit Agile, un grand cabinet qui a implémenté une version Lean IT au sein de grands groupes. Et en fait, je pense que le respect des gens, c'est un peu ce qu'ils ont bypassé dans l'implémentation de la méthode. Ils ont bypassé d'autres points. Mais ça a été le d'autres points, principal. Donc, On pourra en parler dès que la caméra sera éteinte, on citera les noms. voilà, le résultat a été un petit peu dramatique. Et là, maintenant, ils sont en train de revenir, de faire machine arrière et puis d'implémenter la méthode agile petit à petit. Voilà. Et dernier point, donc, c'est optimiser la globalité. Donc voilà, on est dans les process d'optimisation, mais d'un ensemble, pas uniquement des process de développement, mais vraiment toute une organisation. Les avantages, comme je viens de le dire, justement, on va regarder cette fois-ci l'organisation dans son ensemble. On va avoir peut-être une approche systémique de l'entreprise. Ça vient en complément du process existant. Donc là, on peut aller, on a une approche un petit peu plus évolutive. On ne va pas tout casser, tout remettre en cause. On peut y aller par petites touches. Ça se concentre sur le retour sur investissement. Donc ça, quand on parle de ça, le client, il aime bien généralement. Ça se vend facilement. Et ça élimine les gaspillages. Donc, là, on a vraiment des optimisations sur l'organisation, sur la façon de travailler, qui sont fort appréciables. Alors, dans les aspects négatifs, contrairement à l'extreme programming, ici, on ne préconise rien sur la technique. Qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on va travailler côté développement, on ne précise rien. Pareil pour l'organisation. On est vraiment plus à l'échelle macro. Ça nécessite aussi un énorme travail sur une collecte de données pour ensuite agir sur les points sensibles. Donc il y a un énorme travail de préparation à faire qui sera nécessaire au pilotage ensuite de la conduite du changement avec cette méthode. On emploie généralement aussi la théorie des contraintes. On va modéliser un système, on va modéliser un flux en fait. Et la théorie des contraintes, c'est globalement, pour faire très court, c'est identifier les goulets d'étranglement dans un flux, et puis casser ces goulets d'étranglement pour augmenter le débit, et puis fluidifier le process. Donc là, en fait, dit comme ça a l'air cool et simple, mais en fait, ça peut être, à l'échelle d'une entreprise surtout, ça peut être très complexe à mettre en œuvre. Donc il faut avoir conscience de ça si on part sur ce type de méthodologie. Mon chouchou, Spécialité. le Kanban. Alors, la méthodologie Kanban qui a été théorisée par David Anderson autour de 2005-2007. Bon, le livre est sorti en 2007. Donc, derrière le Kanban, une idée majeure, c'est l'amélioration continue. D'accord ? C'est visualiser un flux de travail et chercher à l'améliorer, chercher à améliorer nos process en continu. Il y a juste 6 principes dans le Kanban. Donc, visualiser une chaîne de valeur. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on entend par chaîne de valeur ? Dans le Kanban, on va s'intéresser à un process. Donc, généralement, on s'intéresse à un projet ou à une équipe et on regarde son process. Quand je parle d'une équipe, c'est une équipe étendue qui est capable de répondre à un besoin de bout en bout. De je suis un client, j'ai un besoin, jusqu'à c'est bon, ce besoin est en production. Ça, c'est un process et on s'intéresse à ce process et à tous les gens qui gravitent autour. Très bien. Donc, on va le visualiser, cette chaîne de valeur, les étapes. Limiter le travail en cours. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas vous faire un cours sur le Kanban, mais l'idée c'est de mettre en place un flux tiré, c'est-à-dire c'est pas je fais des specs et je balance tout un tas de specs vers le développeur, c'est indépendamment de sa capacité à les traiter, c'est je suis développeur, j'annonce que j'ai une capacité de traitement, je vais demander des specs. Voilà, c'est renverser le flux et donc pouvoir gérer le flux. L'idée étant
j'ai des demandes qui viennent en entrée, j'ai quelque chose qui sort de mon système, il faut que ça s'équilibre, il faut que ce soit fluide. On va rendre les process explicites pour des soucis de qualité. Si vous avez fait du Scrum, vous connaissez la notion de definition of done. Ça peut s'en rapprocher, mais c'est étendu vraiment à toutes les étapes de notre système. On améliore la collaboration. Il faut que les différentes étapes de notre process puissent communiquer entre elles. Et donc, on multiplie les boucles de feedback pour pouvoir mettre en place notre amélioration continue. Donc, les points positifs dans tout ça, donc on est vraiment centré sur le flux de valeur, donc sur ce qui nous produit de la valeur. On va aussi très facilement détecter les goulots d'étranglement dont parlait Olivier tout à l'heure dans le Lean. C'est une méthodologie qui est très très réactive. On peut vraiment, là on est dans du flux continu et si la prod suit derrière, on est totalement dans de la livraison continue. On améliore la communication et c'est surtout une méthodologie qui est assez simple à mettre en place parce qu'elle va se mettre en place par petits bouts. C'est une mise en place itérative. Par contre, elle a aussi des défauts. Alors, pareil, on ne va pas du tout parler de préconisation technique sur comment organiser le travail de développeur. Et d'ailleurs, il y a très très peu de préconisations fortes dans le Kanban. Il y a des grands principes, donc il y a des préconisations, mais il n'y a pas le comment les mettre en place. Il faut mettre en place des boucles de feedback, mais trouver le moyen de le mettre en place qui convient à votre organisation. D'accord ? Donc il y a beaucoup de choses à trouver par soi-même. Ça, plus la notion de limiter le travail en cours, qui est souvent très contre-intuitif pour des managers, je ne vais quand même pas payer des gens à rien faire, ça en fait une méthodologie qui peut être assez difficile à vendre. Et enfin, le Scrumban. Le Scrumban, en fait, là, c'est... Bon, cette méthode elle est un peu particulière parce que c'est déjà un mix un petit peu de Scrum et de Kanban qui a été justement théorisé par Corey Ladas. Et c'est voir un Scrum en flux tiré. Donc là, on va prendre justement des éléments du Kanban et les intégrer dans le Scrum. Donc voilà, on va reprendre un peu tout ce qui est cérémonie, artefact, rôle du Scrum. Mais on va ajouter justement quelques éléments du Kanban, comme peut-être limiter le travail en cours et puis fluidifier, rendre le process en flux tiré. Donc ça, ça a été théorisé il n'y a pas très longtemps. Quelques années, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Je dirais, de mémoire. Donc là, on va voir les avantages un petit peu du Kanban. C'est une méthodologie très réactive qui combine justement les avantages du Scrum pour l'organisation des développements et puis du Kanban pour gérer le flux. Par contre, effectivement, c'est une méthodologie qui est assez récente. Donc, d'une part, c'est centré sur les développements. Là, on n'a pas l'approche Lean, on va être centré sur l'organisation de l'entreprise. Comme le Kanban, limiter le travail en cours, ça peut sembler contre-intuitif pour les chefs de projet. Et dernier point, et non des moindres, en fait, c'est une méthode qui est assez récente et il n'y a pas énormément de retour d'expérience dessus. Donc, c'est à vendre pour avoir un choix de méthodologie, partir sur le Kanban, en fait, le Scrumban, pardon. On peut se heurter potentiellement à des refus parce qu'il y a un manque de visibilité sur la performance de cette méthode. Ok. Donc là, on vous a présenté 5 méthodologies. Encore une fois, il en existe beaucoup d'autres. On aurait pu citer, alors on a parlé du Lean Software Development, on aurait pu aussi parler du Lean IT, on a parlé du Scrum, on aurait pu parler du Scrum Shore, on aurait pu parler des méthodologies Crystal, on aurait pu vraiment parler de beaucoup d'autres méthodologies. Maintenant, le but de la manœuvre, c'est pas d'être totalement exhaustif, c'est juste de vous montrer une démarche à suivre pour challenger ces méthodologies et pour savoir quelles questions à se poser avant de les choisir. Donc voilà, ici Bruce Lee nous parle d'engagement. L'engagement que l'on retrouve dans Scrum, notamment. Tout à fait. Donc, alors, on va essayer de les comparer, là pour le coup, en se basant sur trois critères. On va parler principes et règles, et derrière principes et règles, en fait, on va parler rigidité. On va parler de la courbe en J. La courbe en J, c'est la courbe du coût du changement, le coût de la mise en place du changement. Et on va parler de l'échelle de Coburn.
qu'une échelle, d'ailleurs, c'est une matrice, Oui. en fait. Donc, oui. C'est moi? Je sais plus, bref, c'est pas grave. Bon, je peux y aller si tu ouais, veux, c'est pas de souci. C'est moi? Ok, c'est moi alors. Donc, les principes et les règles. Bah, vas-y. Donc, en fait, on peut positionner sur une ligne différentes méthodologies par rapport au nombre de règles et de principes qu'elles imposent à mettre en place. D'accord? C'est un peu donc les principes qui sont au cœur de ces méthodologies. Si vous ne les utilisez pas, c'est que vous n'en faites pas. Si vous faites du Scrum sans faire d'itération, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne faites pas du Scrum. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce que vous faites, mais ce n'est pas du Scrum. Donc voilà, on a essayé de les mettre sur une ligne. Alors on a pris en référence le RUP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, donc le Rational Unified Process, donc une autre manière de faire du développement logiciel, qui donc lui compte 120 principes, un truc un petit peu rigide. Et puis voilà, on a positionné les autres méthodologies. Scrumban, on a 13 principes, 13 éléments qui sont vraiment au cœur de cette méthodologie. Idem pour l'extreme programming. Le Scrum, on en trouve 9. Lean Software Development, 7. Kanban, 6. Donc ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que plus il y a de principes à mettre en place, plus au final la mise en place va être compliquée. Parce qu'il va falloir peut-être casser des choses. La mise en place va être plus dure. Ok? À l'inverse, elle va être simplifiée dans un certain sens, c'est qu'il y a moins de questions à se poser. Parce que qui dit plus de principes dit plus de réponses. Alors que les méthodologies avec peu de grands principes, on peut plus s'adapter à notre contexte. Par contre, il va falloir se poser plus de questions pour répondre au vide que laissent ces méthodologies. Il y a des trous dedans, généralement ils y sont de manière totalement volontaire, ce n'est pas un oubli de la part des gens qui ont théorisé ça, mais voilà, cette méthodologie va nous donner des grands principes, mais ne nous dit pas comment les atteindre. Et c'est à nous de trouver le bon moyen, suivant notre contexte, pour les atteindre. Donc, on est plus souple, on va peut-être pouvoir répondre à plus de problématiques que des méthodologies plus rigides, mais à l'inverse, il va falloir se poser plus de questions pour les mettre en place. D'accord? Donc déjà, on peut mettre ça dans la balance. Rigidité contre investissement personnel pour pouvoir mettre en place les choses. Donc ça, c'est le premier élément de comparaison. Deuxième élément de comparaison, l'échelle de Coburn, la matrice de Coburn. Coburn qui a en fait théorisé pas mal de points en fait sur l'organisation des process et a déterminé une matrice en fait en fonction du nombre de personnes et de la criticité du projet. La matrice de base parle surtout de beaucoup d'anciennes méthodes, en fait, comme le Crystal, le DSM, le RUP. Et on a du coup rajouté Scrum, XP et puis Lean Software Development, le Kanban. Alors en fait, vous voyez que la matrice, plus on arrive dans cette zone-là, donc plus le nombre de personnes est important, et plus on va partir sur des méthodes larges, type Lean Software Development, Kanban, qui s'intéressent non pas aux organisations des équipes de développement, mais vraiment de l'entreprise. A l'inverse, dans du extreme programming, on va pouvoir implémenter ça si le nombre de personnes est plus restreint. Deuxième échelle, la criticité. Alors la criticité, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a 4 niveaux. Il y a le confort. Donc si on est dans un projet, le risque, si le projet se plante, il est moindre. On est dans une zone de confort. Je suis en train de refaire l'application pour saisir les congés dans mon entreprise. Voilà. C'est pas vital. Discretionary money. Là, en fait, c'est que ça peut rapporter un peu d'argent. Il y a de l'argent en jeu. Je suis en train de changer le logiciel qui me permet de gérer toutes les actions commerciales de mon entreprise. Ce qu'on est en train de faire actuellement à SWAT. Voilà. Après, on arrive dans le troisième niveau de criticité c'est une rentrée d'argent essentielle. Le projet, s'il rate, le projet, il va justement peut-être faire fermer la boîte. Je suis Amazon et je refais mon site de VPC. Après, on arrive à des projets
où la criticité, c'est la vie d'une entreprise ou même la vie d'une personne. La vie humaine est en jeu. Je suis EDF, je travaille sur les logiciels qui permettent de gérer le refroidissement de mes centrales nucléaires. Voilà. Ou je suis la NASA et je travaille sur le module de pilotage d'une capsule. Comme ça, ces méchants, ils se sont déjà plantés. Oui, c'était facile. Donc là, vous voyez qu'en fait, là, sur ces pratiques ici, déjà, Scrum sera plus adapté que du Extreme Programming. Là, on va cadrer plus le développement. Et donc voilà, donc ça, c'est un outil de comparaison. Où en fait, on ne parle pas souvent de ça, mais c'est vrai que la criticité d'un projet dans une entreprise peut être déterminante par rapport à la méthodologie que vous voulez appliquer. Typiquement, il y a des grandes entreprises qui fonctionnent, qui font de l'informatique embarquée. Donc, informatique embarquée, je parle par exemple dans des pilotes pour diriger des avions, etc. Donc, on est clairement là-dedans. Mais qui vont avoir tendance à faire leur informatique d'une seule et unique manière. Et donc, ils vont traiter ces problématiques-là de la même manière qu'ils traitent ces problématiques-là. Ce qui est une perte significative de temps, d'argent et d'énergie. Parce qu'on n'a pas besoin du même niveau d'exigence de qualité, de documentation, d'historisation, etc. quand on est en train de refaire le logiciel de saisie des vacances que quand on est en train de faire le module qui permet de gérer le pilote automatique sur un Airbus. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir aussi ces notions-là en tête. Voilà pour la matrice. La courbe en J, donc la courbe du coût du changement. À chaque fois qu'on met un changement dans une organisation, ça a un coût, ça coûte quelque chose. Alors déjà, basiquement, ça coûte de faire intervenir des coachs de SWAT agile et des formateurs. Mais tout simplement, ça va nous coûter quelque chose en termes d'efficacité. Le temps que mon équipe s'approprie les nouvelles manières de travailler, fatalement, elle est moins efficace. D'autant plus si c'est un changement à grande échelle, parce qu'on ne joue plus que sur une équipe, on va jouer sur les interactions entre différentes équipes. Donc le coût peut être très très élevé dans un premier temps. Donc c'est ce que va représenter la courbe, par exemple la courbe noire. Évidemment, si on fait un changement, c'est qu'on espère qu'à un moment, on va commencer à y gagner quelque chose. Et le but, c'est qu'on y gagne plus que ce que l'on avait au départ. D'accord ? Alors en fait, il y a deux manières de voir les choses dans ces changements. Il va y avoir une approche, on va qualifier d'approche révolutionnaire. J'arrive, je casse tout et je mets quelque chose de totalement nouveau en place. D'accord ? Donc le coût va être très élevé et on peut espérer gagner beaucoup. Par exemple, la mise en place de Scrum. Dans une équipe qui a l'habitude de fonctionner en cycle en V, j'arrive, je casse tout. On ne bosse plus en cycle en V, on bosse en itération. Je ne veux plus entendre parler de chef de projet fonctionnel, je veux un product owner, je veux un Scrum Master, etc. etc. C'est plus le chef de projet qui fait le chiffrage, c'est l'équipe. On casse plein d'habitudes de travail. Donc le coût d'entrée est extrêmement élevé. On va espérer évidemment un gain derrière. A l'inverse, il va y avoir une approche que l'on va qualifier elle d'évolutionnaire, évolutionnaire, d'accord ? Donc on va fonctionner par petites évolutions par rapport à notre système existant. Donc je ne casse pas tout, je mets juste en place des éléments les uns après les autres de manière itérative au final pour essayer d'augmenter ma productivité. Alors là, par exemple, on va avoir l'approche du Kanban. L'approche du Kanban, le Kanban il dit on commence par ce qu'on fait déjà et la première étape c'est de rendre visible ce que l'on fait. On ne change pas le process, on le rend juste visible. Et après, on va travailler par petites touches à l'améliorer. Donc on est sur cette approche-là. Alors c'est une approche qui est moins traumatisante pour les entreprises, d'accord ? Parfois elle est moins engageante aussi, ça peut avoir un désavantage, parce que là il y a un gros projet bien visible et on peut peut-être réussir à embarquer tout le monde. Là c'est peut-être plus compliqué. Là aussi c'est à mettre dans la balance. Mais donc on va y arriver en stressant moins l'organisation. Par contre, en règle générale, on va mettre plus de temps à atteindre notre optimum de gain. D'accord ? Donc voilà, il faut avoir aussi ces deux éléments en tête. On n'est pas certain que l'organisation dans laquelle on intervient est capable d'encaisser un tel coût. D'accord ? Si elle est capable, ok, allons-y. Si elle n'est pas capable, changeons notre fusil d'épaule. Mais ça, il faut essayer de l'identifier avant de choisir notre méthodologie. Et donc justement, on vous laisse méditer. Justement, quelles sont les questions à se poser pour essayer de choisir la bonne méthodologie ?
Donc encore une fois, on ne va pas vous donner les réponses, mais on vous a listé tout un tas de questions qu'il faut prendre en compte quand vous allez devoir choisir la bonne méthodologie à mettre en place. Alors on va quand même vous donner des pistes pour chacune de ces questions. Ouais, on est sympa sur la Taji. Ah, c'est dingue, t'as vu ça? Donc, on a une douzaine de questions auxquelles on va essayer de répondre. Première question à se poser, c'est quelle est la taille du projet sur lequel on va intervenir? Pour un tout petit projet, là, on peut très bien avoir une approche extreme programming. Là, on va être centré vraiment sur les préconisations techniques et on ne s'occupe pas d'une organisation. Pour donc Kanban, vous verrez que Kanban s'applique un peu partout en fait. Pour un projet de taille moyen, là, effectivement, on peut mettre du Scrum. Scrum, si vous vous rappelez, entre 4 et 8 personnes idéalement, une équipe. Juste là, on parle taille de projet, pas taille d'équipe. Ah oui, pardon. Là, on parle plus en nombre de jours hommes ou en délai. Sur petit projet, c'est un projet d'1 mois ou 2 mois. Oui, autant pour moi. Donc sur un projet effectivement qui est de moyenne taille, là, le Scrum va permettre de cadrer un petit peu les équipes et de maximiser la valeur métier. Pour un projet de grande envergure, où là, il va y avoir peut-être énormément aussi de fonctionnalités à fournir, là encore, à peu près toutes les méthodes peuvent marcher. La seule méthode qui ne va pas s'appliquer finalement sera l'extreme programming. Comme on l'a vu, ça ne suffit pas en fait à cadrer une organisation sur un gros projet. Et alors, on n'en a pas parlé encore, du Scrum de Scrum. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation Scrum pyramidale qui permet justement de gérer les grandes équipes et ou les grands projets. Et souvent, grand projet implique grande équipe, pas toujours. Mais c'est souvent on va avoir plusieurs équipes de Scrum qui sont chapeautées par les Scrum Masters qui sont en équipe. Donc voilà, première question, la taille du projet. Et donc, taille du projet, aussi taille de l'équipe. Parce que ce n'est pas toujours corrélé au final. Des fois, on a un projet sur le long cours où il y a 4 personnes qui vont travailler dessus pendant 1 an et demi, 2 ans. Des fois, à l'inverse, on a un gros coup commando où il y a 20 personnes qui vont bosser pendant 2 mois. Donc ce n'est pas forcément corrélé. Et donc voilà, les petites équipes, alors quand je dis petites équipes, c'est 1, 2, 3, 4 personnes. En XP, Kanban, ça peut marcher, aucun problème. Quand l'équipe est trop petite, le Scrum, ce n'est pas forcément très intéressant. Scrum, on va dire entre 4 et 8, si on pousse vraiment les murs, entre 2 et 10. Mais même 2, c'est un petit peu lourd à mettre en place. Donc les équipes de taille moyenne, quand on est de taille moyenne, tout fonctionne. Sur les grandes équipes, donc on abandonnera le Scrum, on passera au Scrum de Scrum. Et le Kanban et le Lean Software Development fonctionnent très bien pour gérer les grandes entités. Une troisième question. Mixité de l'équipe. Mixité de l'équipe. Et oui, parce qu'une équipe, c'est pas forcément... Alors, mixité de l'équipe, on ne dit pas qu'il y a des méthodologies qui marchent pour les hommes et des méthodologies qui marchent pour les femmes. Oui. C'est pas l'idée. Là, on va parler plutôt de profil métier. Donc si on est dans une équipe où il y a essentiellement des développeurs, on ne va pas forcément mettre les mêmes méthodes que en fait, si une équipe composée de développeurs, mais aussi de testeurs, les MOA, etc. En fait, pour rebondir, plus que d'équipe, on va parler de périmètre d'intervention. Si vous êtes coach, si vous êtes décideur, dans un projet, il y a toujours des notions de métier, il y a toujours de dev, il y a toujours des... Voilà, ces gens existent. Maintenant, est-ce que votre périmètre d'intervention concerne uniquement la partie dev? Auquel cas, Scrum, XP, Scrumban, ça marche très très bien. Ou est-ce que votre périmètre d'intervention, il regarde plus loin que juste la partie dev? Auquel cas, Kanban et LSD, ça marche très très bien. Les autres peuvent marcher aussi, mais il va falloir aller trouver des éléments qui ne sont pas dans la méthode pour pouvoir les cadrer dans ces éléments-là. Désolé de t'avoir compris. Non, mais en fait, voilà. Bon, je te laisse la prochaine. Ok, allez. La colocalisation de l'équipe. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Si on est sur un même site, là, on va pouvoir avoir un large choix de méthodes à mettre en place. À l'inverse, si on est sur des équipes délocalisées, on va travailler avec, par exemple, des Indiens, des Chinois, des Marocains. Là, effectivement,
méthodes qui vont s'appliquer mieux que d'autres. Ici, on va plus parler encore une fois des méthodes dites évolutives et axées sur l'organisation, avec du Kanban, du LSD. Scrum et Scrumban s'adaptent bien aussi, mais par exemple, pour travailler avec des boîtes en offshore, on va privilégier des versions de Scrum qui sont déjà un peu adaptées, comme le Scrum Shore. Scrum Shore, en fait, c'est un Scrum qui, comme son nom l'indique, a été modifié pour s'adapter au pilotage de projets offshoring. Voilà. Un aspect aussi important qui peut déterminer un choix d'une méthode, c'est la culture en fait. Un projet multiculturel. Par exemple, c'est vrai que la culture européenne n'est pas forcément la même que la culture asiatique. Ou même en Europe. En Europe, voilà, travailler avec des Espagnols qui vont être un peu plus en retard, et les Allemands qui vont être un peu plus en avance. C'est pas du cliché, mais bon. Mais ça fonctionne aussi beaucoup sur la notion d'engagement des équipes. On demande plus de choses aux gens et on demande plus d'autonomie aux gens. Et ça ne se présente pas de la même manière et ça ne s'organise pas de la même manière suivant les cultures. D'accord ? On ne gère pas du tout le travail avec une équipe de Français qu'avec une équipe de Polonais, qu'avec une équipe d'Indiens. Culturellement, ils n'ont pas la même notion d'engagement, ils n'ont pas la même notion d'auto-organisation. Et il faut être extrêmement vigilant à ça quand on va mettre ça en place. Fréquence de livraison. Très bien. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on veut faire exactement ? Est-ce qu'on veut livrer souvent, très souvent ? Alors là, je parle de livraison en production. Hein, okay, parce que, rappelez-vous, Scrum dit on va livrer toutes les 2 semaines, mais quand on entend livrer en Scrum, ça veut juste dire je mets à disposition du client un ensemble de fonctionnalités. Le client le met en recette, en prod, à la poubelle, il en fait ce qu'il veut. Moi, je lui ai donné. Là, on va vraiment parler de mise en production. Donc si on veut des mises en production très très rapprochées, très fréquentes, et pourquoi pas même viser le continuous delivery dont Olivier parlait tout à l'heure, Kanban et Scrumban sont extrêmement adaptés. Si on veut des livraisons un petit peu plus espacées, Scrum, Extreme Programming, enfin toutes les méthodologies marchent. Le XP, je le mettrais entre les deux, au final, suivant les cas. Mais donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Qu'est-ce que mon client me demande en termes de livraison ? Est-ce que j'ai un bing bang, une release tous les 6 mois ? Est-ce que j'ai une release toutes les semaines ? Est-ce que je dois livrer des patchs en production quasiment tous les jours ? Donc ça va effectivement nous driver sur le choix de la méthodologie. La fréquence du changement. Et oui, la fréquence du changement, c'est aussi important. Quand vous intervenez, justement, comme on disait tout à l'heure, sur un périmètre connu, là, effectivement, on n'a pas trop de restrictions sur les méthodes appliquées. En revanche, dès que le périmètre devient flou et en constante évolution, là, en fait, on va peut-être avoir des problèmes à mettre en place du Scrum, par exemple. Là, encore une fois, Kanban, avec son approche évolutionnaire et gestion de flux, il est par petites touches, va nous sortir de situations un peu délicates à gérer quand le changement est très flou et la portée n'est pas forcément visible. Des exemples de périmètres en évolution constante, vous travaillez en maintenance. En fait, vous gérez une équipe de tierce maintenance applicative. Vous ne savez pas du tout quand est-ce que les demandes vont tomber, à quelle fréquence et qu'est-ce qu'elles vont concerner. Donc de là, réussir à délimiter le périmètre d'un sprint pour 2 semaines ou 1 mois, ça devient compliqué. Vous savez qu'il va de toute manière être sujet à variation. Vous gérez une équipe qui gère de la production, de la mise en production, du passage de gros batchs, etc. Aucun intérêt de fonctionner en mode itératif, ça marchera pas. D'accord. Le scope du changement. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Justement, est-ce que vous êtes en train d'intervenir au sein d'un projet, au sein d'une équipe ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'organiser un projet, une équipe ? Ou est-ce que vous êtes en train d'organiser de multiples équipes, de multiples services ? Est-ce que vous avez une vision bas niveau, sans rien de péjoratif, ou une vision haut niveau ? D'accord ? Donc là aussi, Scrum, XP, Scrumban, très bien, vous gérez une équipe, un projet, ça va très bien.
si vous êtes en train de regarder un petit peu plus haut, de regarder toute une organisation, il faut penser plus loin parce que ces méthodologies ne vous donnent pas les réponses. Encore une fois, on peut les mettre en place, mais ça va nécessiter de par nous-mêmes rajouter des éléments en plus. Ces méthodologies-là, elles ont les réponses pour gérer les grandes organisations. Des clients multiples. Avez-vous des clients multiples? Si vous êtes en collaboration avec un seul client, là, je dirais c'est un cas standard. Open bar. C'est open bar, voilà. Toute méthodologie est adaptée. En revanche, si votre projet, votre équipe travaille avec plusieurs clients, là encore une fois, Scrum va montrer ses limites. Moi, je suis intervenu dernièrement sur une équipe. Ils étaient 5 développeurs, ils avaient 12 projets, de 12 clients différents. Ils étaient en Scrum. En fait, ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien, il y avait des conflits de priorité, il y avait des releases, ils ne savaient pas trop comment faire des releases Scrum, faire 12 démos, mais c'était des problématiques qu'ils rencontraient quand je suis arrivé. Et donc l'approche Kanban, finalement, en fait, on ne va pas s'occuper de faire des livraisons de tel ou tel projet toutes les 2 semaines. On va plutôt essayer de modéliser un flux de tickets rentrants, quel que soit le client qui le demande, sachant qu'il est priorisé après dans l'équipe. Et on va plutôt essayer de fluidifier cette demande et de livrer au fur et à mesure dès qu'une feature, dès qu'un package est prêt pour tel ou tel client, on l'envoie. Et de plus, Kanban peut proposer une approche du type pourcentage de capacité par client. Je m'assure que tout le temps, mon équipe bosse à 50% pour le client 1, à 40% pour le client 2 et à 10% pour le reste. Voilà, ça c'est typiquement, vous êtes dans une grande entreprise, votre équipe est financée par d'autres équipes, elle ne paye pas tout autant, donc il faut s'assurer qu'on passe bien la bonne quantité de temps pour chacune des équipes. Kanban propose ce type de solution. En fait, le Scrum peut marcher ici aussi, mais ça nécessite d'avoir un product owner très costaud, d'accord, pour être capable de dire non désolé, on ne prend pas en compte tes problématiques aujourd'hui, on prend les siennes, elles sont plus importantes. C'est faisable, mais c'est compliqué et ça demande un très très bon product owner. Si vous lisez les articles sur le blog de SOAT, il y a un article justement sur Kanban. Bon, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est ma réplique ça normalement. En fait, sur justement un retour d'expérience sur un projet, c'est sur le Kanban Flight Level, c'est l'article. Et en fait, le coach expliquait que ils avaient analysé les demandes de plein de clients, en fait. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, 80% des demandes venaient de seulement 4 clients sur les 70 qu'ils en avaient en fait. Donc ils ont priorisé ces clients-là en fait, et ils ont fait une répartition 60% des tickets de ces 4 clients-là et puis 40% du reste. Donc voilà, ça on peut le mettre en place facilement avec du Kanban. Alors l'implication du client, est-ce que le client on l'a avec nous, proche de nous? Est-ce que peut-être il est sur site ou est-ce que notre client il est lointain? Est-ce qu'on a beaucoup de mal à le contacter? Est-ce qu'on a beaucoup de mal à l'impliquer? Alors bon, s'il est impliqué, il n'y a aucun problème. S'il est vraiment très lointain, ça devient plus compliqué. Alors le Lean Software Development va offrir des réponses. Néanmoins, ça peut être compliqué. Alors, client peut impliquer ou représentant du client peut impliquer. D'accord? Ça peut être le product owner. Faire du Scrum avec un product owner qui ne s'implique pas, ça ne marche pas. Okay. Oui. Dans tous les cas, le client est intéressé par les méthodes agiles. Oui. Ça j'aime bien. Les meilleures photos de la présentation. La confiance du client. Et oui, est-ce que vous pouvez voir, est-ce que le client a confiance en vous? Est-ce que vous êtes dans un climat de confiance ou pas? Dans le cas où vous avez la confiance du client, si c'est la seule question à se poser, effectivement, pas de contrainte sur les méthodes. En revanche, s'il n'y a pas de confiance vis-à-vis du client, là, on va du coup privilégier des approches évolutionnaires. On ne va pas arriver avec justement le discours bon coup de coco, faut tout casser, faut tout revoir, ça va prendre 200 jours. Non, il vaut mieux prendre l'approche
pas à pas, évolutionnaire. Et là, Kanban ou Lean Software Development répondent bien à ces critères. Un autre point aussi là-dessus, c'est que le Kanban et le Lean, ce sont des méthodes qui se veulent très scientifiques. Il y a de la donnée, on collecte des données, on fait des stats. Donc on ment pas, on montre les chiffres, d'accord. Donc s'il y a un problème, on est capable de dépassionner le débat et de montrer des chiffres, et de montrer des stats, et de montrer des temps d'attente, etc., etc. On n'est pas dans le oui, j'ai l'impression que vous ne foutez pas votre boulot en recette, vous mettez trop de temps à recéter nos tickets, à recéter nos développements, et c'est pour ça que ça ne marche pas bien. On est non, voilà, je peux vous montrer, il y a X tickets qui ont passé X temps en attente, ça nous a bloqué X ressources, etc. On a des données. Avec les données, on dépassionne et on peut, si le client n'a pas confiance, si je lui dis quelque chose sans source fiable derrière, de base, il ne m'écoutera pas. Là, j'arrive avec des données, je peux regagner sa confiance. D'accord ? Donc, cette approche mathématique sur ces méthodologies-là peut être utile quand on a des problèmes avec notre client. Rigidité de l'organisation. Bon, bah là, c'est typiquement lié à la courbe du changement dont on parlait tout à l'heure. Hein. Je ne reviens pas dessus. Les organisations rigides, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ici que ça se passe, de mettre en place des méthodologies. Si l'organisation est souple, on peut mettre en place ce que l'on veut, il n'y aura pas trop de problèmes. Moment de l'intervention sur le projet. La dernière question à se poser. Dernière question. Oui, c'est important de se la poser parce que ça peut effectivement changer la donne. Si on arrive sur un projet from scratch, on est au tout départ, là, là on est dans le cas idéal pour tout consultant. On démarre sur un projet, on va pouvoir mettre les technos qu'on veut, et nous en tant que coach, c'est bien, on va pouvoir mettre les méthodes qu'on veut. C'est l'étoile de la mort en construction. Oui, ça se voit pour pas. ceux qui se posent la question. C'est l'étoile de la mort. Par contre, sur un projet effectivement qui est déjà avancé, là, ça peut poser problématique. Là, encore une fois, l'approche Big Bang peut être problématique et être coûteuse à mettre en place, alors qu'une approche Kanban, en fait, où là, effectivement, le premier principe de Kanban, c'est commencer par ce que vous faites maintenant. On se contente juste de se baser sur le travail quotidien, et ensuite on va modéliser ça et puis y aller par petites touches. Donc là, effectivement, ça se prête beaucoup mieux à un projet qui est déjà en cours. Alors évidemment, on ne va pas dire que là, on ne peut pas mettre en place du Scrum, parce que mine de rien, c'est notre boulot. Donc on le fait, si on le fait, c'est qu'on sait que c'est possible. On dit juste que c'est plus compliqué de mettre en place du Scrum sur un projet déjà en cours que sur un projet qui débute, alors que mettre du Kanban, quel que soit le moment où on va le mettre en place, ça peut passer sans trop de casse. Ouais. Encore une fois, ce sont des éléments de réponse, mais c'est pas non plus la vérité vraie. Ça va dépendre de plein de facteurs. À travers ces questions, on a tenté de répondre en fait. Donner les grandes lignes. Donner des grandes lignes par expérience, mais c'est vrai que il faut de toute façon s'adapter. Moi, je veux juste revenir sur un petit truc. En fait, oui. On voit deux groupes qui se dissocient. En fait, on voit souvent Kanban et LSD ensemble. Tu veux dire, on voit d'un côté les approches japonaises et de l'autre les approches américaines. C'est pas faux, dis. Oui. Effectivement. Mais après, le problème, c'est que c'est souvent pas aussi tranché, parce que tu vas être alors je suis sur un très gros projet avec un client qui n'a pas ma confiance, mais je suis au début du projet. Par contre, le client, même si il ne fait pas confiance, il est sur le plateau, etc. Oui. Tu secoues tout ça, et là, tu as toutes les méthodologies qui arrivent. C'est ouais, c'est bon, on peut répondre à 80% de tes problématiques. Ok, je choisis laquelle. Et c'est là où on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà. Bruce Lee, il nous met la pression, c'est vrai. Il nous dit que finalement, savoir, c'est pas suffisant, il faut appliquer. Et vouloir, c'est pas suffisant, il faut le faire. Donc, belle transition. Quoi. Magnifique. Et ben voilà. Et donc, quand on a vu ça, souvent, on va se rendre compte que une méthodologie, c'est pas assez. Ou peut-être même, une méthodologie en entier, c'est trop. Mettre tous les éléments, non, ça va être trop coûteux. Ouais, je suis sur un tout petit projet, je suis sur, voilà, ça doit être fini dans 2 mois. J'aimerais bien quand même faire 2-3 itérations, mais mettre en place tout Scrum, c'est peut-être coûteux. Je retire les choses. Ou je fais du Kanban, mais j'aimerais bien quand même avoir des livraisons cadencées, ce que ne prévoit pas le Kanban. Comment je fais ?
D'accord? Donc j'ai tous mes éléments, j'ai tous mes contextes, j'ai bien compris quelles étaient mes méthodologies, j'ai bien compris les points forts et les points faibles des méthodologies, j'ai très bien intégré les questions à se poser, mais quand je me pose les questions, les unes après les autres, les réponses sont différentes. Qu'est-ce que je fais? Alors je vais mélanger, je vais essayer de mélanger mes méthodologies. Je vais prendre des éléments de l'une, je vais les rajouter à l'autre, je vais essayer d'appliquer à mon contexte. Alors évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment. Si je prends tous les éléments, je mets ça dans un gros milkshake, j'arrive à un boulga, c'est pas le truc à dire à 20h30. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Totalement infâme et quelque chose qui ne marche plus. Ben oui, à la base, chacune des méthodologies, elle a été pensée pour répondre à des problématiques données. Donc s'il y a des éléments dans une méthodo, ils sont rarement là par hasard. Et ils sont faits pour s'interconnecter et pour fonctionner les uns avec les autres. Néanmoins, si on connaît bien les méthodologies, si on connaît bien notre contexte, on est capable de dire « Ok, je prends ça, je sais que je peux retirer tel élément parce que j'ai bien compris à quoi il servait et moi, j'en ai pas besoin là, et je sais que je peux rajouter tel et tel autre élément dans mon contexte donné pour me faire ma méthodologie. » Et là, on arrive à un magnifique smoothie qu'on vous avait promis au tout début. Donc c'est ça l'idée, c'est de réussir à mixer nos méthodologies, du moins les éléments de nos méthodologies de manière intelligente. Alors généralement, comment on fait? On commence par on prend un cadre général, voilà, on va bosser itératif, on va bosser Scrum, c'est parti, on va faire du Scrum. Ok, néanmoins, Scrum n'adressant pas tel et tel problème, je voudrais rajouter quelques éléments du Kanban pour gérer, par exemple, la production de mes user stories. Le point d'entrée de Scrum, c'est des user stories bien formés. Ok, mais on les génère comment? Je vais la regarder du côté du Kanban et je vais gérer mes user stories en flux. Pourquoi pas? D'accord? Donc on est là-dedans, on va s'adapter. On a également, en fait, l'exemple dans Scrum, c'est que récemment, donc c'est en juillet 2012, je crois, 2011, il y a eu une modification en fait dans Scrum en fait, où ils ont rendu optionnel l'estimation en fait des tâches, et le découpage en tâches techniques. Donc ça typiquement, c'est quelque chose, c'est un exemple où on a pris un élément de la méthodologie en fait, et puis finalement on l'a rendu optionnel et ça a été formalisé par la suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça c'est un petit peu une abomination dans le concept même de l'agilité, il y a des gens qui vont réfléchir by the book. Je suis agile, mais je vais déjà faire comme le livre il dit. Et si c'est pas dans le livre, je le fais pas. Si c'est dans le livre, je le fais absolument. Et sur l'exemple du découpage en tâches techniques de Scrum, j'ai déjà vu des équipes où c'était on doit faire un découpage en tâches techniques, c'est marqué dans le livre. Bon, quelle que soit la user story, on crée 3 tâches qui sont spec dev test, on leur met 4h, 8h, 4h et on ne se pose pas de questions. Et puis on n'y touche plus et on ne les met pas à jour et rien du tout. Le faites pas. Enfin, si vous vous en servez pas, soit vous voyez un intérêt au découpage en tâches et vous le mettez en place, soit vous n'en voyez pas et vous ne le faites pas. Mais là, c'est juste une perte de temps qui ne sert à personne. Okay. Donc il faut adapter la méthodo à nos besoins, à nos contextes. Et donc, il y a tout un tas d'adaptations qui sont... Alors, il y en a certaines qui sont très très intuitives. Scrum et Extreme Programming, par exemple. Scrum, on l'a dit, donc il y a beaucoup d'avantages, etc. Mais ça n'adresse pas toutes les problématiques techniques. Les problématiques techniques, elles sont très très bien adressées dans l'Extreme Programming. Faites du test-driven development, faites du pair programming, faites de l'intégration continue, etc. etc. Allons-y, piochons joyeusement et mettons ça dans nos équipes. D'ailleurs, les préceptes mis en avant par l'Extreme Programming ont tellement été bien mis en avant que maintenant tout le monde, même si tout le monde ne le met pas en place, tout le monde est persuadé que oui, c'est utile l'intégration continue, oui, c'est utile, sous certaines réserves, sous certaines conditions, le pair programming. Donc ça, c'est un mix qu'on voit assez souvent et qui se pose assez facilement. Même si certains clients vont toujours vous dire que les tests unitaires, c'est une perte de temps. C'est la discussion d'hier soir. Discussion d'hier soir, voilà. Ah, moi, j'ai la même mercredi prochain, normalement. Hein, je m'y prépare déjà. Mais c'est de plus en plus couramment admis dans les entreprises que les préceptes de l'extreme programming sont importants à mettre en œuvre. Deuxième exemple, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'approche Scrumban, qui est en fait un mix formalisé du Scrum, des bons côtés de Scrum et des bons côtés de Kanban. En fait, je leur dis, juste prendre du Scrum en flux tiré, limiter le travail en cours, modéliser son Scrum board d'une manière un peu différente, plus façon Kanban,
On va peut-être avoir plus de colonnes avec des to-do, in progress et done sur chaque équipe. Et on va pouvoir modéliser une vue un peu plus globale, quoi. Pas seulement l'équipe, mais peut-être aussi, pas seulement les devs, mais les MOA, avec un backlog qui va être découpé dans un tableau. Les tests, pareil, la livraison en prod. Alors, Ça, tu l'avais dit tout à l'heure, ouais. Kanban, effectivement, Kanban gère des tâches enfin, voilà. Kanban, il y a plein de choses qui ne sont pas dites dedans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Kanban, c'est on gère des items. Qu'est-ce que c'est que ces items? Ce que vous voulez. Scrum utilise et définit la notion de user story, qui est une notion qui est assez intéressante, qui offre des possibilités en termes de qualité grâce à la formalisation des critères d'acceptance, qu'offre des facilités en termes de priorisation, parce qu'on a vraiment une vue utilisateur, une vue fonctionnalité unitaire. Ok, faisons des user stories avec Kanban. Puis il y a plein d'autres choses qu'on peut prendre de Scrum et mettre dans Kanban. Kanban dit il nous faut du feedback, faisons des démos. Kanban dit mettons en place l'amélioration continue, faisons des rétrospectives. D'accord? Donc il y a énormément d'éléments qu'on peut aller prendre dans le Scrum et mettre dans Kanban. Et même Kanban ne parle pas de rôle. Moi, j'aime beaucoup les product owners. Moi, dès que je mets en place Kanban, j'essaye de trouver un product owner quand même. Ça marche très très bien. Et puis, une autre possibilité aussi, c'est mixer approche micro et macro. Je gère tout un service informatique. J'essaye d'organiser le travail de tout un service informatique. Le Lean Software Development va m'apporter des éléments qui vont m'aider à gérer tout ça, à gérer toutes mes équipes, à gérer... à améliorer, à chasser le gaspillage, à mieux répartir le travail entre mes équipes. Mais après, quand je rentre dans le détail d'une équipe ou d'un projet, le LSD, il est beaucoup plus flou. Ok, j'ai une approche lean sur la globalité et mes équipes, indépendamment les unes des autres, elles vont bosser sur du Kanban. Et alors là, ça marche très bien parce que Kanban et lean, c'est tous les deux inspirés de chez Toyota, donc ça marche magnifiquement bien ensemble. C'est la même philosophie, etc. Maintenant, je peux bosser, je peux avoir une vue globale lean et mettre des projets en Scrum en dessous, ça marchera aussi très très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, suivant le scope où on est, on peut choisir différentes méthodologies à différents niveaux. Et même, je gère un service informatique, je ne suis pas obligé de dire et tout le monde fait du Scrum. Non, parce qu'il y a des équipes pour qui le Scrum n'aurait aucun sens. Donc je vais mixer différentes approches suivant les équipes, suivant les projets. Ça, je l'ai mis en place encore récemment. On a fait un truc un petit peu basique, c'était les équipes qui bossent en mode projet, ils faisaient du Scrum, les équipes qui bossent en mode maintenance, ils faisaient du Kanban, pour simplifier. Donc voilà, on peut aussi mixer les méthodos au sein d'une même équipe ou mixer les méthodos au sein d'un même service. Donc voilà, Bruce, il nous dit encore une belle phrase, il est super fort. Bruce. Donc voilà, c'est... appliquer les principes, mais sans être contraint par eux. Pas se sentir lié par les principes, il faut savoir les dépasser, il faut les comprendre pour les dépasser. Mais une fois qu'on les a compris, on sait comment les utiliser ou ne pas les utiliser. Je t'ai compris, Bruce. Ouais. Il est temps de conclure. Surtout que les pizzas sont là. Donc en conclusion, en fait, c'est... faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort quand on va aller justement trouver telle ou telle méthode. Pas se limiter à ce qu'on connaît, mais peut-être essayer d'aller voir ailleurs, s'il y a d'autres approches qui seraient intéressantes, en appliquant les questions, justement, notre petit questionnaire. Vous avez mis Scrum en place, ou vous bossez dans un contexte Scrum, mais Scrum ne marche pas dans votre contexte, ne jetez pas tout en bloc et allez voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres éléments de méthodologie qui peuvent vous servir. Rejetez pas l'agilité en bloc, surtout ne revenez pas au cycle en V. Osez le changement. Osez le changement. Donc soyez moteur en fait dans cette approche, parce que c'est vrai qu'il faut du leadership. On n'en a pas parlé, mais le leadership c'est fondamental. Il faut savoir oser en fait, aller contre les idées reçues. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que si dans certains cas. Et puis voilà. Expérimentons des processus. Justement, c'est célèbre maxime qui dit faut tester et puis échouer très rapidement. On échoue, on teste, on s'améliore et puis voilà, on a un cycle
on est un cercle vertueux en fait. On va apprendre de ces expérimentations pour améliorer et puis arriver vraiment au résultat attendu qui satisfera tout le monde. Ce qui nous amène à justement en fait mettre en place derrière ça une politique d'amélioration continue. Donc le continuous improvement, qui est ce fameux cercle vertueux qui va nous amener vers des résultats de productivité super top. Parce que votre process, il sera jamais parfait. Il y a toujours moyen de l'améliorer en allant piocher à droite, à gauche des idées, en le tunant exactement à votre contexte. Et même si par miracle vous atteignez un jour le process ultime, le contexte autour de vous, lui, il évolue. Et donc dans 2 semaines, votre process, il sera plus si ultime que ça. Et donc il faudra toujours penser à l'améliorer. Et pour l'améliorer, il faut aller regarder ce qui se passe à droite, à gauche, pour piocher des idées. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais effectivement, hein, quand vous arrivez à la méthode miracle qui va super bien marcher, dans 6 mois, si ça se trouve, elle ne va plus marcher du tout, alors que vous n'avez rien changé au process. Parce que justement, il y a eu des changements, peut-être d'organisation, peut-être d'équipe, peut-être dans les développeurs, dans les interactions entre les individus, il y a peut-être des changements. Et les process que vous aviez mis fièrement en place 6 mois avant, aujourd'hui, ils sont plus adaptés à l'environnement. Même aussi l'exemple, c'est le Scrum avant production et après production. Une fois que votre projet est en production, vous continuez sur le Scrum sans faire de modifications, vous allez voir les tickets support qui vont arriver et l'équipe qui va perdre en vélocité et puis vous allez avoir du mal à le gérer. Voilà, et le client ne va pas être content. Voilà, donc Bruce encore une fois de sa philosophie martiale qui nous dit que voilà, on va pas on va pas s'améliorer en fait. Prendre des éléments de plus en plus forts chaque jour, mais au contraire, on va se séparer de tout ce qui n'est pas essentiel pour arriver vraiment au corps de la méthode, et dans le cas de Bruce, au corps des techniques martiales pour sa propre personne, dans le cas, son propre projet, de la propre entreprise. Parce que le Jeet Kune Do, en fait, pour terminer là-dessus, la philosophie, c'est qu'au départ, en fait, on va apprendre énormément de techniques de plein d'arts martiaux différents. On va apprendre du kung fu, on va apprendre du karaté, on va apprendre de la boxe française, de la boxe anglaise, du jiu-jitsu brésilien. Et après, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, en fait, on sait qu'il y a des méthodes, des systèmes de combat en fait, avec lesquels on a plus ou moins d'affinité. Et ce qui marche pour nous ne marchera pas forcément pour d'autres personnes, pour votre partenaire d'entraînement. Donc, la deuxième phase de Jeet Kune Do, c'est rejeter tout ce qu'on a appris pour garder uniquement l'essentiel. Et se concentrer sur l'essentiel qui sera super efficace. Donc là, encore une fois, analogie avec les méthodes de projet, en fait, c'est les adapter et puis ne pas s'encombrer de superflu. Vraiment garder l'essentiel qui marche pour nous. Je fais quoi avec mon RUP et ses 120 pratiques alors je comprends pas. Voilà, ça conclut notre petite présentation.